Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure du grand angle de cette édition. Quel rôle joue exactement Moscou dans ce qu'on appelle le cyberespace? À tort ou à raison, la Russie s'est construit au fil des années une image de cyberpuissance que les accusations américaines, renforcées par les déclarations de la France, ont grandement contribué à façonner. Kevin Limonier, maître de conférences en études slaves et en géopolitique à l'université Paris 8, a mené l'enquête. Il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Votre livre a pour titre RU.net, géopolitique du cyberespace russophone. Alors, vous écrivez très vite dans ce livre, pour commencer, qu'il faut bien poser le débat d'abord, parce que sinon on ne comprend plus rien. Et c'est vrai que cyber est devenu un terme un peu fourre-tout. Cyberdéfense, cyberdiplomatie, cyberstratégie. C'est quoi, au juste, le cyberespace ? Eh bien, tout simplement, si tenter qu'on puisse en donner une définition simple, le cyberespace, c'est l'ensemble des réseaux numériques d'échange de données. C'est-à-dire Internet, mais pas seulement. Quand vous faites une transaction bancaire, ça passe par des réseaux numériques, c'est-à-dire par des réseaux digitaux d'informations qui sont réductibles à des 0 et des 1, si je résume de manière assez sommaire. Et l'ensemble de ces réseaux interconnectés constitue le cyberespace. Interrogé par le réalisateur Oliver Stone sur les technologies de surveillance américaines, le président russe Vladimir Poutine a dit ceci: « Il a fallu combler notre retard sur le reste du monde, mais nous avions des bases solides. » Des bases solides, quelles sont ces bases? D'où vient, si l'on peut dire, cette exception russe aujourd'hui? Alors la Russie effectivement est une exception culturelle et économique dans le cyberespace, dans la mesure où c'est l'un des seuls pays au monde, à l'exception notable de la Chine, mais pour d'autres raisons, qui dispose de ce qu'on appelle son propre écosystème de plateformes d'intermédiation. Qu'est-ce qu'une plateforme d'intermédiation? C'est tout simplement un service qui vous permet d'interagir avec tout un tas de choses, des êtres humains, mais également des serveurs. Ce sont par exemple les réseaux sociaux, ce sont les boîtes mail, enfin bref, toutes les plateformes qu'on utilise aujourd'hui tous les jours. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart du monde utilise les services américains, les fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple également. Les Russes, eux, ont leur propre GAFA. Ils ont leur propre système, leurs propres réseaux sociaux, Vkontakte, VK, qui est l'équivalent russe de Facebook, Yandex, qui est l'équivalent russe de Google, ce qui leur donne une certaine force dans la mesure où, au contraire des pays européens qui sont sous la coupe de géants américains, les Russes disposent quant à eux de leurs propres plateformes souveraines qui sont très populaires. Vous avez dit le mot souveraine, justement, cette force, c'est un mot qu'il faut vraiment bien comprendre s'agissant de la Russie. Elle opère de la même manière dans le cyberespace que dans tous les domaines quasiment, la diplomatie notamment. Oui, effectivement, la Russie a fait, en tout cas la diplomatie russe a fait de la défense, d'une certaine conception de la souveraineté, son cheval de bataille diplomatique depuis maintenant une quinzaine, voire une vingtaine d'années. On peut faire même remonter ça aux guerres de Yougoslavie. Depuis l'affaire Snowden, depuis les écoutes de l'affaire Snowden en 2004, les révélations Snowden, plusieurs législations sont passées en Russie et ont permis au gouvernement russe de largement restreindre, en tout cas, disent-ils, le contrôle que des pays étrangers pourraient avoir sur le territoire russe. Ça passe par des législations simples comme, par exemple, l'interdiction depuis 2014 qui est faite aux personnes morales russes d'héberger hors du territoire russe les données appartenant à des citoyens ou à des personnes morales russes. C'est-à-dire que, autrement dit, Google, normalement, ne peut pas héberger à l'extérieur du territoire russe les données qui appartiennent à des Russes. Alors, vous avez cité Edward Snowden, c'est un ancien informaticien de la NSA qui a décidé de révéler des millions d'informations. C'est un traître pour certains Américains, c'est un héros pour d'autres qui appellent à la liberté et au droit à l'information. Justement, c'est important de parler d'Edward Snowden et des fuites, parce que vous dites les Russes, contrairement aux Occidentaux, ils ne s'intéressent pas aux canaux de diffusion des données, mais au contenu. Alors oui, pas évident à percevoir. Effectivement, alors là, on est vraiment dans la différence doctrinale. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ce qu'on a appelé la cybersécurité et la cyberstratégie dans le monde occidental, c'était surtout une affaire de sécurité, effectivement, de tuyaux, d'ordinateurs, de lutte contre la criminalité, les arnaques à la carte bancaire dans les années 90, par exemple. Tandis que côté russe, s'est développé très très tôt une autre prise en compte de l'espace numérique. D'ailleurs, il ne parle pas de cyberespace, mais d'espace informationnel. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus s'intéresser aux informations qui transitent dans ces tuyaux. Et d'ailleurs, les printemps arabes ont été quelque chose d'extrêmement regardé
à Moscou, puisque beaucoup ont eu peur que les réseaux sociaux ou les nouvelles libertés de circulation de l'information en Russie puissent déboucher sur des contestations. D'ailleurs, il y a eu d'énormes contestations en 2011-2012 en Russie, les plus grandes manifestations qu'a connues le pays depuis la chute de l'Union soviétique, contestations qui ont été largement organisées sur les réseaux sociaux. Alors, l'Union soviétique, dans tout cela, qu'est-ce qu'elle a permis à la Russie? La culture de quoi? La culture de se fabriquer tout un espace numérique. Quand est-ce que ça a commencé? C'était quand le déclic? Alors, il y a eu plusieurs déclics, mais on peut dire que l'informatique soviétique, d'ailleurs, les soviétiques parlaient de cybernétique, ça a commencé, alors ça commence après-guerre, juste après la Seconde Guerre mondiale, mais le vrai déclic, c'est dans les années 60, quand, lors de la course aux technologies entre Américains et Soviétiques, il a bien fallu... notamment l'espace. Hein. Voilà, il a bien fallu substituer les cerveaux humains par des gigantesques machines qui avaient une force de calcul beaucoup plus importante pour calculer les orbites, les trajectoires de fusées, etc. etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé à naître ce complexe soviétique informatique qui s'est développé depuis. Alors, nouvel épisode de ce que je pourrais appeler, avec un peu d'humour, les cybertensions entre les États-Unis et la Russie. Il y a cette visite plutôt étonnante de James Mattis, secrétaire d'État américain à la Défense, qui s'est rendu aujourd'hui à Skopje, en Macédoine, alors pour dénoncer, je cite, la campagne d'influence menée en ce moment par la Russie pour peser sur un référendum. Le référendum porte sur le changement de nom de la Macédoine. Il faut que cette république change de nom pour adhérer à l'OTAN. Regardez ces quelques précisions de Sophie Kochstein. Un secrétaire d'État américain à Skopje en Macédoine, 14 ans que cela n'était pas arrivé. Et si Jim Mattis est venu, c'est pour appuyer le oui au référendum sur le changement de nom du petit pays des Balkans, lié en toutes lettres à son adhésion à l'OTAN. Dans 2 semaines, vos citoyens voteront pour l'avenir. Ce sera le vote le plus important de l'histoire de votre pays. Un soutien applaudi par le gouvernement. Il n'y a pas d'alternative à notre intégration dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Cela y serait favorable, mais 50% de l'électorat devra s'être mobilisé pour un vote valide. Et l'affaire est loin d'être jouée. Pour l'instant, seuls les parlementaires macédoniens ont approuvé l'accord historique de juin entre Athènes et Skopje qui ferait de l'ex-république yougoslave de Macédoine la Macédoine du Nord. La question empoisonne leurs relations bilatérales depuis 27 ans. Les nationalistes grecs continuent de s'y opposer. La Macédoine est pour eux une province grecque depuis Alexandre le Grand. Et la Grèce détient le dernier mot. Si les Macédoniens votent oui, l'étape suivante sera la ratification nécessaire au Parlement grec à la majorité des 2/3. La Macédoine du Nord deviendrait alors le 30e État membre de l'OTAN dans un contexte tendu entre Washington et Moscou. La Russie ne veut pas d'un élargissement de la sphère d'influence des États-Unis. Washington accuse Moscou de mener une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux jusqu'à payer des électeurs pour faire basculer le vote. Ce lundi, Jim Mattis annonce d'ailleurs une coopération accrue avec Skopje en matière de cybersécurité. Alors voilà, une réaction. Éclairez-nous, Kevin Limonier. Mattis parle d'activité numérique malveillante de la Russie. Vous, comment vous définiriez ce à quoi on assiste avec les éléments dont on dispose? Alors, je pense que pour ça, il faut déjà juste définir en 3 mots ce qu'on entend par la puissance de la Russie. La puissance, c'est la capacité d'un pays à imposer à un autre pays quelque chose. C'est vu par différents moyens. Parmi ces différents moyens, vous avez les moyens militaires et puis vous avez les moyens cybernétiques. Parmi ces moyens cybernétiques, vous avez soit des moyens offensifs qui consistent par exemple à couper Internet, alors ça c'est quelque chose d'extrême, couper Internet, voler des données, effacer des données, compromettre des logiciels ou des choses comme ça. Et puis vous avez également ce qu'on appelle la guerre informationnelle qui consiste à diffuser un certain nombre d'informations qui ne sont pas forcément d'ailleurs toujours des fake news, qui ne sont pas toujours forcément des informations fausses, mais en tout cas à diffuser un autre point de vue pour alimenter le débat politique, pour influencer le débat électoral. Alors vous parlez notamment dans votre livre de quelque chose qu'on a vécu de près ici à TV5 Monde, c'est la cyberattaque qui nous avait valu de grosses difficultés. Et à l'époque, comme souvent d'ailleurs, des hackers russes sont soupçonnés.
Fantasme ou réalité, vous expliquez dans le livre que c'est toujours très très difficile de pouvoir prouver justement d'où vient l'attaque, la cyberattaque. Voilà, effectivement, il y a un principe en cybersécurité, si j'ose dire, qui est qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, d'attribuer techniquement une cyberattaque. C'est-à-dire d'avoir les preuves suffisantes pour pouvoir dire c'est un tel, c'est tel groupe, on peut à la limite y arriver, mais alors de là à prouver que tel groupe est lié à tel gouvernement, c'est encore une autre paire de manches. Donc généralement, l'attribution, c'est une affaire politique. Ce qui veut dire qu'un gouvernement, la France ne le fait pas d'ailleurs jusqu'à présent, mais les États-Unis le font, c'est le gouvernement, la diplomatie, qui va prendre la responsabilité de dire ce sont les Russes, mais sans forcément avoir toute la panoplie des preuves techniques à disposition, ou en tout cas rendu public, pour permettre d'étayer ces accusations, ce qui rend toujours les choses extrêmement floues, d'autant plus que la Russie a souvent recours, pense-t-on, à des groupes qui ne sont pas forcément des groupes qui sont extrêmement liés aux intérêts gouvernementaux. Ça peut être des cybermafias. Bon, des Russes ne veut pas dire que c'est le gouvernement russe qui mène l'attaque. Et vous évoquez aussi dans votre livre les nouveaux médias, nouvelles télévisions notamment, nouveaux sites internet comme Sputnik par exemple, comme l'ex-Russia Today devenu RT, qui diffuse désormais en France. Oui, tout à fait. Ce qui fait partie, alors là on sort, j'allais dire, de la cyberstratégie, on y est encore un peu, mais là on est vraiment dans ce qu'on peut appeler la diplomatie publique. C'est-à-dire que les Russes ont constitué un appareil informationnel, mais bon, d'une certaine manière, comme d'autres pays disposent de cet appareil informationnel. Là où se situe une différence, c'est que cet appareil informationnel, RT et Sputnik, est régulièrement attaqué en Europe, dans le monde occidental, par des hommes politiques qui se disent visés, etc., parce que la vision qu'ils apportent est extrêmement clivante, extrêmement provocatrice, à dessein d'ailleurs, pour éventuellement pouvoir soutenir telle ou telle personnalité politique au moment venu. Et juste pour finir, le Parti démocrate, la présidentielle américaine, c'est aussi ce sujet-là qui a beaucoup alimenté la polémique entre la Russie et les États-Unis. Vous, d'un point de vue purement technique et d'enquête, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ce soir? Aujourd'hui, en fait, en termes de sources qui sont disponibles, il n'existe pratiquement aucune preuve technique que le gouvernement russe est derrière cette attaque. Il y a le siphonnage des mails, personne ne peut dire aujourd'hui qu'ils l'ont été par un État. En fait, on est obligé de croire sur parole les services de renseignement américains et un certain nombre d'entreprises américaines dont le travail est justement d'attribuer les cyberattaques. Donc il y a aussi toute une bulle économique, c'est tout un business l'attribution. Merci beaucoup Kevin Limonier, rue.net, géopolitique du cyberespace russophone, c'est aux éditions de l'Inventaire. Merci beaucoup.